Conférence d'Albert Camus à la Mutualité, 17 juin 1953. Contexte. Le 16 juin 1953, une révolte ouvrière éclate à Berlin-Est. Suite à la décision du gouvernement d'augmenter les cadences de travail sans compensation de salaire. Très vite, le mouvement gagne le reste du pays. Le 17 juin, des dizaines de milliers de personnes se mettent en grève et se rassemblent dans les principales villes de la RDA. Dépassé, le secrétaire général du SED, Parti socialiste unifié d'Allemagne, Walter Ulbricht, sollicite les troupes soviétiques dont l'intervention fait une cinquantaine de morts et de nombreux blessés parmi les manifestants. Le 30 juin 1953, un meeting de soutien est organisé à la Mutualité, à Paris. Camus y prononce cette allocution dont le texte est publié dans la 5e livraison de la revue Témoin du printemps 1954, précédé de son discours du 19 juillet 1951 au Casal de Catalunya à Paris, à l'occasion du 15e anniversaire de la Révolution sociale espagnole. Les deux textes réunis paraissent sous le même titre « Calendrier de la liberté ». N'appartenant à aucun parti, et fort peu tenté pour le moment d'entrer dans aucun, il me semble que ce serait donner son sens à notre réunion de ce soir si je parvenais à rendre claires en quelques phrases les raisons qui m'ont conduit à cette tribune. Pour bien situer ces raisons, il faut dire avant toute chose que les événements de Berlin ont suscité dans certains milieux une assez ignoble joie qui ne peut être la nôtre. Au moment où, après 2 ans d'agonie, les Rosenberg étaient conduits à la mort, la nouvelle qu'on tirait sur les ouvriers de Berlin-Est, loin de faire oublier le supplice des Rosenberg, comme l'a tenté la presse, qu'on appelle communément bourgeoise, ajoutait seulement pour nous au malheur obstiné d'un monde où, un à un, systématiquement, tous les espoirs sont assassinés. Quand le Figaro parle avec éloquence du peuple révolutionnaire de Berlin, il nous donnerait à rire si le même jour l'humanité, fustigeant ce qu'elle appelle comme au bon temps les meneurs, ne nous mettait devant les yeux la tragédie où nous vivons et la double mystification qui prostitue jusqu'à notre langage. Mais si je crois impossible que les émeutes de Berlin fassent oublier les Rosenberg, il me semble bien plus affreux encore que des hommes qui se disent de gauche puissent essayer de dissimuler dans l'ombre des Rosenberg les fusillés allemands. C'est pourtant ce que nous avons vu et ce que nous voyons tous les jours. Et c'est pourquoi justement nous sommes ici. Nous y sommes parce que si nous n'y étions pas, personne apparemment, parmi ceux dont c'est la vocation proclamée de défendre le travailleur, n'y serait. Nous sommes ici parce que les ouvriers de Berlin risquent d'être trahis après avoir été tués, et d'être trahis par ceux-là même dont ils pouvaient espérer la solidarité. Quand on se prétend voué à l'émancipation des travailleurs, le soulèvement d'ouvriers qui, en Allemagne et en Tchécoslovaquie, refusent que leurs normes de travail soient augmentées, et qui en viennent logiquement à réclamer des élections libres, démontrant ainsi à tous les intellectuels dynamiques qui leur prêchaient le contraire que la justice ne peut se séparer de la liberté, ce soulèvement est la grande leçon qu'il entraîne et la répression qui l'a suivi. Oui, ce soulèvement ne méritait-il pas quelques réflexions ? Ne méritait-il pas, après tant de positions proclamées à tort et à travers, une affirmation ferme et claire de solidarité ? Quand un travailleur quelque part au monde dresse ses poings nus devant un tank et crie qu'il n'est pas un esclave, que sommes-nous donc si nous restons indifférents ? Et que signifie alors que nous intervenions pour les Rosenberg si nous nous taisons devant Göttling ? C'est pourquoi la démission à laquelle nous avons assisté, et c'est pourquoi, autant que l'indignation, c'est le dégoût qui nous fait parler ce soir. En ce qui me concerne en tout cas, il m'a semblé qu'on ne pouvait pas avoir la conscience tranquille à si peu de frais. J'admire et j'envie, bien entendu,
l'heureuse facilité avec laquelle certaines presses de gauche et ses collaborateurs ont neutralisé, le mot est juste, la tragédie de Berlin. J'admire que, dès le premier jour, nos organes du progrès aient si spontanément discerné que les manifestations de la Staline-Allee avaient été inspirées par le gouvernement russe. Cette ingénieuse explication s'est trouvée un peu obscurcie à partir du moment où les balles ont fauché les manifestants du Kremlin. Mais elle avait réussi déjà à brouiller quelques idées. Après quoi, il a suffi de quelques maquillages typographiques pour exiler en page 3 la nouvelle la plus importante qu'on ait reçue depuis des années. J'admire encore qu'un journaliste ait pu conclure un récit des événements de Berlin, qu'ils avaient vu surtout par personne interposée, en nous avertissant que le départ des Russes, abandonnant les Allemands à eux-mêmes, laisserait le champ libre à des atrocités plus sinistres encore que celles qu'a vues notre libération. On peut s'émerveiller en effet que la seule leçon qu'il nous faille tirer des émeutes de Berlin est que nous aurions dû, en somme, pleurer sur le départ de Hitler. Ce n'est plus enfin de l'admiration, mais une sorte de considération respectueuse que j'éprouve devant ce journaliste d'un hebdomadaire supposé de gauche qui, à l'occasion d'une relation des mêmes événements, a pu écrire sans blêmir qu'il fallait admirer la discipline et le sang-froid des troupes russes. Mais enfin, malgré toute cette admiration, il y a au moins un argument dont il me semble qu'on ne peut se contenter, celui qui consiste à dire que nous ne sommes pas suffisamment renseignés. Car, après tout, on n'est jamais qu'à moitié renseigné sur ce qui se passe dans les régimes totalitaires, quels qu'ils soient. Et faut-il alors que la dictature seule soit soustraite au jugement de l'opinion publique, parce que seule elle se refuse à informer l'opinion publique ? Et faut-il se taire sur toutes les Bastilles, sous prétexte que leurs prisonniers ne sont pas reliés directement et par un fil spécial au directeur de nos journaux ? Le fait que les événements qui nous occupent se soient passés à quelques pas du secteur occidental a seul empêché qu'ils ne soient entièrement camouflés. Sans cela, nous aurions ignoré cette émeute et nous ne l'aurions apprise que comme nous avons appris les révoltes en Tchécoslovaquie, peu à peu, à travers les murs épais des polices et des prisons. Mais ces événements se sont déroulés sous les yeux des Berlinois, sous une caméra hollandaise aussi, et nous ne pouvons plus ignorer qu'il s'est agi d'abord, et quelle que soit l'exploitation que des deux côtés on ait voulu en faire, d'une révolte ouvrière contre un gouvernement et une armée qui se voulait au service des ouvriers. Et si nous n'en étions pas suffisamment persuadés, les discours du gouvernement de Berlin-Est nous le confirmeraient. Ceux qui, après cela, disent publiquement qu'ils ne sont pas suffisamment renseignés, je les mets au défi de se le dire eux-mêmes, dans la solitude, à l'heure de la vérité. Dès lors, l'obscurité qui pèse sur certaines régions de la révolte, l'ignorance où nous sommes du sort de milliers d'hommes, il est indigne de les utiliser au préjudice des seules victimes. Si cette ignorance accuse quelqu'un, ce sont les auteurs de la répression, non les révoltés. Car enfin c'est cela qu'il faut dire, qui pour moi est la condamnation dernière, qu'aujourd'hui même des hommes sont encore tués pour avoir crié la liberté ouvrière, et que pourtant nous ne saurons jamais leur nom. Mais parce que ces victimes à jamais resteront anonymes, faut-il les liquider une fois de plus, et cette fois dans notre mémoire ? Nous savons seulement qu'ils sont des travailleurs dressés pour la défense de leurs conditions, et, parce que nous ne savons même pas leur nom, vous en tireriez prétexte pour les faire encore plus anonymes, pour leur refuser l'état qui est le leur disputer leur titre de travailleurs et même, chaque fois qu'il est possible, les déshonorer en les traitant de canailles et de fascistes. Non, c'est cette besogne que nous refusons de servir. C'est pour compenser un peu cette répugnante cuisine que nous sommes tous ici. Et pour éclairer enfin en une phrase les raisons de notre présence à tous, il faut dire que, devant les travailleurs allemands et tchèques, réduits maintenant au silence, nous refusons qu'ils puissent nous être criés un jour,
Ils les ont assassinés et vous, vous les avez enterrés honteusement. » J'ai peu de choses à ajouter pour clôturer cette réunion. Bien des choix décisifs ont été faits par chacun d'entre nous depuis la libération. Mais aujourd'hui, devant l'événement le plus grave qui se soit produit depuis cette libération, voici, à mon sens, l'heure du choix définitif. Il me paraît impossible que des hommes qui se disent attachés à la dignité et à l'émancipation des travailleurs puissent, par leur silence, accepter l'exécution d'ouvriers dont le seul crime est de s'être dressés contre une condition matérielle insupportable. Ni les uns ni les autres n'avons pu empêcher cette tragédie, cela est vrai. Mais la répression n'est pas arrêtée et nous pouvons encore, par la manifestation de notre opinion, peser, si peu que ce soit, sur la suite. Lorsque les premiers signes d'antisémitisme sont apparus à l'Est, c'est l'indignation spontanée de ceux qui, à l'Ouest, n'étaient pas seulement des partisans qui, d'une certaine manière, a démontré au gouvernement populaire qu'il ne pouvait pas laisser s'établir cette perversion. Et c'est pourquoi, avec vous tous, je m'adresse à ceux dont nous n'avons pas oublié qu'ils furent nos camarades, pour leur dire « Quand même, nous ne sauverions qu'une vie de travailleurs allemands dans les jours qui viennent, cette vie vaudrait la peine que nous soyons réunis, et elle vaut la peine que ceux au moins qui se sont tus parlent maintenant et nous aident à la sauver. Ne préférez pas vos raisonnements et vos rêves à cette misère qui crie vers nous depuis 2 semaines. N'excusez pas le sang et la douleur d'aujourd'hui sous la considération d'un avenir historique qui sera privé de sens, au moins pour ceux qui l'aura tué. Croyez-nous pour la dernière fois, quand nous vous disons qu'aucun rêve d'homme, si grand soit-il, ne justifie qu'on tue celui qui travaille et qui est pauvre. Personne ne vous demande de rien renier de ce que vous croyez ou voulez. Mais au nom même de la vérité que vous prétendez servir, réclamez seulement avec nous cette commission d'enquête, où seront représentées toutes les centrales syndicales, et qui servira du moins de médiateur dans un drame dont l'enjeu n'est pas la société idéale dont vous disputez et dont vous rêvez pour un jour encore invisible, mais la terrible mort dont des humiliés sont menacés aujourd'hui même pour avoir cru, comme le Marx dont on leur parlait tous les jours, que l'égalité ne pouvait et ne devait pas se passer de la liberté.